Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, avec Nietzsche, nous allons réfléchir sur la manière dont on peut partir à la conquête de soi. Comment parvient-on à se surpasser? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe allemand Nietzsche. En l'homme, la créature et le créateur s'unissent. L'homme est matière, fragment, superflu, glaise, fange, non-sens, chaos. Mais l'homme est aussi créateur, sculpteur, dur marteau, spectateur divin et repos du septième jour. Comprenez-vous cette différence? Alors, quel est le grand thème de la philosophie nietzschéenne? Avec Bergson, Nietzsche est le penseur de la création de soi. Toute son œuvre et sa vie durant, le philosophe allemand n'aura de cesse d'enjoindre l'homme à se métamorphoser, à s'élever, à se surmonter. Il pourfend alors les habitudes et les normes aliénantes qui enferment et fixent les individus dans une essence. En étudiant Nietzsche, on comprend qu'en puissance, l'homme incarne un être indéterminé, un artiste mouvant et indocile, sculpteur de sa propre forme. Malheureusement, en soi, Nietzsche désespère de voir l'homme se contenter de se conserver dans la médiocrité et l'animalité. Seul vivant à ne pas être défini par une essence, l'homme jouit de cette possibilité unique de se définir par lui-même. L'impératif catégorique nietzschéen est alors « deviens ce que tu es », injonction qu'il reprend à Pindare. Inversement, la faute originelle du dernier homme semble de se complaire dans un hédonisme, anesthésiant sa volonté de puissance, de vivre plus. Je cite Nietzsche, « L'homme est l'animal dont la nature n'est pas fixée ». Donc l'homme est le seul être sans essence, c'est-à-dire sans principe constitutif propre. Il n'a ni fixation, ni direction, ni programmation. Par conséquent, le devoir dévolu aux hommes est de se conquérir, de chercher à devenir. Dans sa quête d'élévation, l'homme se métamorphose. Il est à la fois comme la matière à sculpter et le sculpteur même. Il ne doit jamais cesser d'évoluer. Pour autant, Nietzsche ne prescrit pas de forme à atteindre. L'unique ordre moral est celui de se surmonter, de se créer, notamment au travers de l'art. Faire l'expérience d'une vie supérieure implique de changer continuellement de perspective, de sortir de sa zone de confort à chaque instant. Prendre des risques, accepter les revers et les échecs, consentir à souffrir, constituent des prérequis à la vie ascendante. A contrario, la décadence se caractérise par le fait de refuser les obstacles et les épreuves de l'existence, de nier la souffrance, de se détourner de la terre. Pour affirmer la vie, dans ce qu'elle a de meilleur et de pire, l'homme doit être doté d'une grande santé, d'un excès de force, d'une surabondance d'énergie, d'une puissance d'acquérir de nouvelles formes de vie. Le projet philosophique nietzschéen peut ainsi se résumer à élever des hommes forts, audacieux et courageux, détachés de la masse du troupeau et de sa morale des faibles. Alors comment éduquer à la vie conquérante et ascendante? La question de la formation, de la transformation de l'être humain paraît centrale dans les réflexions de Nietzsche. L'éducation véritable doit permettre ainsi d'accéder à une sorte de transcendance dans l'immanence. Comment apprendre la liberté, la singularité, la création et l'élévation de soi? Comment amener les hommes vers eux-mêmes, sans les dresser ou les endoctriner? Comment former les hommes nouveaux et supérieurs? Alors, quelles sont les spécificités des méthodes éducatives de Nietzsche? La première, c'est l'effroi originel. Nietzsche écrit « Notre philosophie doit ici commencer non pas par l'étonnement, mais par l'effroi. Celui qui ne peut pas en venir là est prié de ne plus toucher aux choses de la pédagogie.
Donc si pour Nietzsche, toute pédagogie du surhumain doit débuter par une sensation de trouble, c'est que l'expérience douloureuse du chaos se situe au fondement de toute réflexion. Je cite Nietzsche à nouveau. La philosophie, telle que je l'ai jusqu'à présent comprise et vécue, c'est la recherche délibérée des aspects même les plus maudits et les plus infâmes de l'existence. L'étudiant doit alors accepter et composer avec cet effroi. Il lui revient la tâche de s'organiser. La pédagogie ne doit pas imposer une structure métaphysique donnant un sens préétabli au réel. Les étudiants la prendraient faussement pour une vérité. La deuxième spécificité de la pédagogie de Nietzsche, c'est le détachement de la masse. Nietzsche insiste pour développer une nature aristocratique de l'esprit, une logique de distinction visant à singulariser et améliorer. Prendre ses distances avec le troupeau permet paradoxalement aux individus de s'humaniser. L'homme doit en quelque sorte rompre avec le commun, avec la foule pour s'élever. L'éducation supérieure vise à singulariser la culture des individus. Chaque homme doit être porteur d'une vision unique. Le maître doit être soucieux d'apprendre à assumer les particularismes, à affirmer les différences. Loin d'inculquer le respect des règles et des normes, la pédagogie transmet la manière de transgresser les usages, de se défier des valeurs du groupe, de s'affranchir des représentations ordinaires. Il faut donc combattre et détruire les penchants à la docilité et à la servitude. Nietzsche invite ainsi à remettre en question toute forme d'autorité, y compris celle du maître. Cette éducation émancipatrice doit recourir à des méthodes actives. Troisième spécificité de la pédagogie de Nietzsche, c'est le perspectivisme. Le maître doit apprendre à ses disciples à douter de tout et à remettre en question toutes les pseudo-vérités. Toutes les doctrines sont l'expression d'un corps, d'une volonté de puissance qui veut asservir. Le critère de la vérité réside dans l'augmentation du sentiment de puissance. Plus être esclave revient à se méfier. Abattre tous les conditionnements oblige les étudiants à se forger leur propre perspective et ainsi à se libérer. Seuls les regards neufs sur le monde ont de la valeur. Pour être véritablement soi, il convient de rejeter tous les modèles de pensée du troupeau, cultiver son propre entendement, suivre son propre chemin. L'éducation supérieure, qui refuse toute emprise dogmatique, laisse donc un passe-droit à toutes les possibilités d'intellectualisation du réel. Le sens de former un disciple est qu'il devienne à son tour un maître. Autre spécificité de la pédagogie nietzschienne, c'est l'expérience. L'éducation supérieure doit ainsi apprendre à voir, apprendre à penser et apprendre à parler et écrire. Dans ces trois choses, le but est une culture noble. Mais l'essentiel pour s'élever appartient au domaine du non-savoir. L'éducation traditionnelle est entièrement axée vers des contenus transmissibles et programmables. Néanmoins, la mise en abîme de soi et l'autocréation relèvent davantage de l'expérience d'un non-savoir. Rien ne peut remplacer le vécu d'une épreuve et le ressenti d'une douleur. Ce qui rend possible le processus par lequel un sujet dépasse son état normal et accède à un état supérieur de lui-même, c'est le fait d'être éprouvé. On pense au travers de sa vie, qui est moyen de connaître. Je cite Nietzsche. Je vis encore, je pense encore. Je dois vivre encore, car je dois encore penser. Enfin, dernière spécificité de la pédagogie de Nietzsche, c'est la gaieté. Ces épreuves de la vie, qui nous permettent de connaître et de nous connaître, posent également la question du sens et de la valeur de l'existence. Toute vie est-elle essentiellement souffrance, comme le prétend Schopenhauer? Malgré les tragédies de son enfance et la maladie, Nietzsche invite à considérer son destin comme nécessaire, à l'accepter
et à l'aimer. Nietzsche écrit « Je veux apprendre toujours plus, à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. » La philosophie de l'amor fati, l'amour de la terre, vise à créer soi-même son destin, à fabriquer du sens, pour convertir des échecs en réussite. Dans cet embellissement et cette élévation du tragique, l'art joue un rôle central dans la pensée nietzschéenne. L'art permet de transformer la peine en joie et le laid en beau. Quel est le rôle de l'art chez Nietzsche? Je le cite. La mission suprême de l'art consiste à libérer nos regards des terreurs obsédantes de la nuit, à nous guérir des douleurs convulsives que nous causent nos actes volontaires. De la tragédie, écrit de jeunesse de Nietzsche, le rôle de l'art est de permettre l'affirmation de la vie, face notamment à l'inéluctable, la mort. L'art n'a donc plus une valeur de vérité et de dévoilement, mais plutôt d'embellissement. L'art, pas plus que la philosophie, ne peut accéder à des valeurs objectives. Le rôle de l'artiste est alors d'encourager la volonté de puissance, de donner plus de vie à la vie. L'art est le grand stimulant. Nietzsche écrit « L'essentiel en art est la célébration, bénédiction, la divinisation de l'existence. » L'esthétique nietzschéenne nous invite à faire de notre existence une œuvre d'art, à ne jamais cesser de créer. L'aboutissement de la vie se situe dans le phénomène artistique. La création et l'autocréation constituent l'horizon de tout homme. Le projet de Nietzsche a ainsi été de favoriser la naissance du philosophe, de l'artiste et du saint en nous et en dehors de nous, et travailler ainsi à l'achèvement de la nature.